Bonjour, vous assistez en ce moment à la première intervention filmée du collège Covid. Qu'est-ce que le collège Covid? C'est un petit noyau de professeurs du Collège de France qui, à la suite de la crise du Covid, ont décidé de réfléchir ensemble, de croiser leurs réflexions sur les causes, les conséquences de la Covid-19 et de le faire dans une perspective européenne. Alors, c'est très ambitieux, mais pour l'instant, moi, je vais me contenter simplement d'un préambule et raisonner en fonction de ma discipline. Je suis essentiellement statisticien, j'ai travaillé très longuement à l'Institut national de la statistique, puis ensuite je me suis occupé de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et plusieurs choses m'ont frappé dans cette crise. D'abord, la très grande difficulté qu'on avait à rassembler des données. Et un des grands problèmes que nous avons eu, c'est comment faire en sorte que la statistique des décès, qui est une statistique administrative très lourde, puisse se transformer en une statistique d'urgence qui aide à la décision. Et comment faire pour que ce travail statistique soit relativement uniforme d'un pays à l'autre et que les comparaisons qui ont été menées puissent avoir du sens à l'échelle internationale? Eh bien, ça a été extrêmement compliqué. Toute cette crise, ces mois de crise, ont été marqués par le fait qu'il y a eu finalement une sorte d'apprentissage statistique auquel les journaux se sont livrés, qui ont permis par exemple à un grand nombre de lecteurs, honnêtes hommes cultivés, mais enfin qui n'avaient pas une connaissance spéciale des statistiques, de découvrir que les chiffres absolus n'étaient pas nécessairement, ne donnaient pas nécessairement l'image la plus précise d'un phénomène aussi évolutif qu'une crise, qu'il fallait aussi comparer les chiffres en regardant les proportions par habitant, que la comparaison des taux de croissance, ça pouvait se faire avec des échelles logarithmiques, et c'était quand même tout à fait exceptionnel de découvrir dans les journaux pour la première fois des résultats présentés sur des échelles logarithmiques où c'était les taux de croissance qui étaient comparés. Il faudrait retracer toute cette progression très didactique, n'est-ce pas, de la diffusion des statistiques. Enfin, en gros, c'est l'université Johns Hopkins aux États-Unis qui a commencé, il y a le Financial Times qui a poursuivi, et puis finalement, avec pas mal de retard, mais des journaux comme Le Monde, par exemple, s'y sont mis, d'autres grands quotidiens français ne s'y sont jamais mis. Et je crois que la statistique est un bien commun. Elle ne doit pas être réservée aux États ou aux décideurs, c'est un bien public et tout le monde devrait se l'approprier. Et là, je crois, c'est un des effets collatéraux positifs de la crise, il y a eu beaucoup d'efforts et qui continuent encore, qui se poursuivent encore maintenant, parce qu'évidemment, on craint des reprises de la crise, de la pandémie. Ces efforts ont été tout à fait positifs. Maintenant, quand on regarde la situation de la France, on a eu quand même d'énormes problèmes. Et si l'on regarde la statistique des décès, alors là c'est le démographe qui vous parle, et très vite les chercheurs de l'Institut national d'études démographiques ont formé des groupes de travail pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'une personne meurt en France. Il y a à peu près 500 000, 600 000 décès par an chaque année. Leur nombre ne fait que progresser. Avec la montée en ligne des baby-boomers sur le front des décès, le nombre des décès va doubler en France d'ici 50 ans. Entre parenthèses, il y a un avenir dans les pompes funèbres. Vous pouvez dire ça à vos enfants. Donc la question, c'est que lorsque quelqu'un meurt, 2 bulletins sont émis. Cette division, elle date des années 30, à l'époque où on a mis en place de façon extrêmement sévère et précise le secret médical, l'idée qu'on ne pouvait pas diffuser dans les autorités administratives de façon inconsidérée un bulletin médical portant des causes de décès. Je rappelle que chaque fois qu'on meurt, il y a un bulletin qui est rempli. Ce bulletin peut porter jusqu'à 4 ou 5 causes de décès. Il y a une cause principale, il y a des causes secondaires. On exploite malheureusement trop peu les causes secondaires, alors que ce serait certainement très important, surtout quand surgit une maladie nouvelle. Ce bulletin médical de décès, il est rempli par les médecins qui attestent la mort des intéressés. Il file à l'Agence nationale de la santé qui doit déceler de cette façon l'émergence possible de maladies nouvelles. Et ensuite, il est acheminé à l'INSERM
qui possède un service spécial qui code la totalité des 600 000 décès en France. Et voilà. C'est un processus très long, et c'est seulement au bout de 2 ans que l'on a, à l'issue de ce codage, une idée précise de la répartition des décès. Je rappelle que la codification des décès, c'est la première statistique internationale harmonisée, c'est-à-dire que dès le XIXe siècle, dès la fin du XIXe, Alphonse Bertillon avait réussi à mobiliser des statisticiens de toute l'Europe, et les congrès internationaux de statistiques, qui se faisaient en français à l'époque, avaient réussi à mettre au point une nomenclature internationale des maladies et des causes de décès. Cette nomenclature existe toujours, elle n'a cessé de gonfler avec le temps. Aujourd'hui, elle en est à sa 10e version, c'est un manuel de plus de 1000 pages. C'est une opération extrêmement complexe de causer des causes de décès, vous imaginez bien, et chaque fois que des maladies nouvelles surgissent, comme le sida, bien évidemment, il faut enrichir cette nomenclature, la diversifier pour que le suivi ait un sens. Donc ceci, ça met à peu près 2 ans pour qu'on ait des résultats précis. Et un des gros problèmes, c'est que les médecins qui ont été très réticents à s'informatiser, à obéir aux injonctions d'informatisation, eh bien, transmettent très peu ces causes de décès à l'informatique, 15% seulement, pas plus. L'autre bulletin, c'est un bulletin civil. C'est un bulletin qui est, en fait, arrive à la mairie, sur laquelle il n'y a rien de médical. Il y a par contre la profession, une profession assez mal renseignée. Il y a beaucoup de retraités, par exemple, sur ces bulletins, ce qui est quand même difficilement exploitable. Mais là, c'est informatisé, et il se trouve que j'avais fait partie, j'ai dirigé à l'INSEE le service qui avait enjoint les municipalités d'harmoniser leur système informatique pour pouvoir faire en sorte que la transmission de ces bulletins de décès soit automatique. Et on estime actuellement que presque 90% de ces bulletins de décès civils sont expédiés par les mairies à l'INSEE. Et en cours de route, on a vu pendant la crise du Covid que l'INSEE, pas tout de suite d'ailleurs, il a fallu un certain temps, il a fallu que l'INSEE soit interpellé par les chercheurs pour se dire, mais tiens, on pourrait regarder au fond le nombre de décès par département, et en quoi, dans quelle proportion il excède le nombre des décès qui avaient été observés dans les mêmes semaines les 3 années précédentes. Et c'est ainsi qu'on a pu calculer assez vite des taux de surmortalité, mais toutes causes confondues. Donc il fallait faire l'hypothèse que le surcroît de mortalité observé à travers ces données de l'INSEE semaine après semaine était quand même essentiellement lié au coronavirus. Ça n'est pas sûr, parce qu'un des problèmes, c'est que le fait d'avoir polarisé les forces hospitalières sur le virus a fait que d'autres maladies ont été sous-soignées. Par exemple, les déclarations de cancer ont été beaucoup moindres que ce qui avait été prévu. Et donc, il est possible qu'une partie de la surmortalité attestée par l'INSEE semaine après semaine au niveau départemental soit aussi liée à d'autres causes des décès que le coronavirus, mais comme une sorte d'effet secondaire. Donc vous voyez que là, on est quand même dans des inconnus. Alors bien sûr, il y a la possibilité de remettre ensemble le bulletin médical de décès et le bulletin civil, mais il a fallu une autorisation spéciale de la CNIL, c'est seulement sur des échantillons, ça se fait assez rarement. Donc le grand problème en France, par rapport à d'autres pays comme la Finlande, c'est qu'on sait d'un côté qui meurt, quelles sont les personnes qui, au point de vue de l'âge, du sexe, du lieu d'habitat, de la catégorie socio-professionnelle, etc. On sait qui meurt. On sait d'un autre côté de quoi les gens meurent, et ça c'est le bulletin médical de décès, mais on ne sait pas finalement qui meurt de quoi. Et ça évidemment c'est une information absolument fondamentale qu'il faudrait essayer d'avoir le plus vite possible. Alors, faute de recevoir à temps toutes ces informations sur les causes de décès, qu'a fait le gouvernement? Eh bien, il s'est replié sur une source qui était tout à fait étonnante, qui a été créée à l'occasion des dernières canicules, des derniers épisodes de canicules et des grands attentats, des massacres que Paris, Nice, etc. ont subis. Et parce que lorsque on soigne des malades qui sont dispersés par les pompiers ou la police dans tous les hôpitaux, à un certain moment, le gouvernement voulait faire le point. Combien y a-t-il eu au total de personnes victimes de l'attentat? Et donc on a mis en place dans les hôpitaux un système spécial d'information qui permettait de regrouper ces données en cas d'urgence. Et c'est ce système-là, et non pas le système des causes de décès produit par la statistique courante, c'est ce système-là que le gouvernement a utilisé chaque soir, le directeur général de la Santé notamment et le ministre, pour présenter aux Français la progression de la pandémie.
Et au bout d'un certain temps, il a fallu les gens se sont dit, mais que se passe-t-il dans les EHPAD? Est-ce que les malades des EHPAD vont aussi vont mourir dans les hôpitaux, ou est-ce qu'ils meurent dans les EHPAD proprement dit? Là, il y avait une grande... Peut-on savoir de quoi les malades des EHPAD meurent? Et là, gros problème de la statistique aussi, puisqu'il y avait une étude faite par la DREES, par la Direction des statistiques du ministère de la Santé, qui datait déjà d'il y a 2 ans, et qui avait étudié à fond, mais rétrospectivement, tous les décès qui survenaient dans les EHPAD. Il faut savoir qu'il y a à peu près chaque année 600 000 décès. Il y a chaque année 600 000 résidents dans les EHPAD, à peu près. On arrive presque à 1 million quand on additionne d'autres formes d'institutions qui accueillent, par exemple, les séjours de longue durée, des choses comme ça. Et chaque année, dans les EHPAD, en temps ordinaire, en dehors de la crise du Covid, 1/4 des résidents des EHPAD meurent de toute façon. Donc les gestionnaires des EHPAD sont tout à fait habitués à ce qu'1/4 de leurs résidents meurent chaque année. Alors il y a un surcroît de mortalité pendant l'hiver, lié notamment à la grippe, mais il était très difficile, faute de tests, pour les dirigeants des établissements de savoir de quoi vraiment mouraient les personnes pendant la crise, d'autant que, on le sait, un faisceau de causes pouvait évidemment faire en sorte que le Covid, attaquant des personnes vulnérables, finalement avait plus de chances d'arriver à ses fins, si j'ose dire. Donc au début, alors je le sais parce que moi-même j'avais ma mère dans un EHPAD en Alsace, donc j'ai été amené pour des raisons très personnelles à m'intéresser à tout ça de près. C'était très très frappant de voir comment, je dirais, dans le premier mois, les responsables de l'établissement ne savaient pas s'il y avait des cas de Covid chez eux, ne savaient pas faire la différence entre la mortalité par Covid et la mortalité ordinaire très lourde à laquelle ils sont habitués de toute façon. En temps ordinaire, il se trouve aussi qu'un quart des décès en France, ça c'est l'étude de la DREES menée il y a 2 ans, sont des décès en EHPAD. C'est-à-dire que quand on meurt en France, on a une chance sur 4 de mourir dans un EHPAD. C'est là que l'on termine ses jours. À ceci près qu'une partie de ces malades meurent sur place dans l'établissement, dans les EHPAD, et une autre est acheminée à l'hôpital, et c'est là-bas que leur vie va s'achever. Et il a fallu, là aussi à peu près un recul de 2 ans, pour que la DREES puisse rapatrier les décès internes et les décès à l'hôpital pour faire un bilan de la mortalité dans les EHPAD. Donc vous voyez à quel point un des défis qui nous attend, c'est de savoir, mais est-ce qu'on est capable de transformer une statistique administrative très lourde, très pointilleuse, très précise, qui respecte des conditions éthiques très particulières, comme le secret médical? Est-ce qu'on est capable de transformer ce système en une statistique d'urgence précise? Je rappelle que lors de la grande canicule de 2003, c'était la statistique privée qui avait réussi à donner les vrais chiffres. C'était les pompes funèbres qui tout de suite avaient alerté le gouvernement en disant « mais voilà, nous avons des décès qui sont multipliés par 3, par 4, etc. » Et la statistique publique était complètement à la traîne. Donc une partie du système statistique avait été réformée à la suite de la canicule, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des cas, ce n'est pas le seul, où la statistique privée, parce qu'elle est en première ligne, parce que ce sont des acteurs en première ligne, est capable de dire les choses plus rapidement que la statistique publique qui, elle, intègre les données en respectant des critères plus précis. Je vais terminer juste par une échappée sur la comparaison internationale. À un certain moment, les journalistes d'un des grands quotidiens français, Libération en l'occurrence, se sont dit, mais est-ce qu'on peut comparer les chiffres de la mortalité de la Covid en France avec ceux de l'Italie? Et ils se sont dit, mais au fait, est-ce que les chiffres italiens, les chiffres espagnols, etc., prennent en compte les personnes qui meurent en institution, l'équivalent italien ou espagnol des EHPAD? Et Libération a publié une petite vidéo qui racontait un peu comme un exploit, n'est-ce pas, toute la véritable enquête qu'ils ont dû mener auprès de l'Italie en mobilisant leurs correspondants pour savoir si oui ou non les EHPAD italiens étaient comptés dans la mortalité italienne. Alors finalement, ils ne l'étaient pas plus que chez nous et pour des raisons à peu près équivalentes. Et donc ils ont extrapolé, les journalistes de Libération, à partir de ça. Mais en même temps, ils ont oublié un autre phénomène qui est très important, c'est que la France a un taux de personnes âgées vivant en institution beaucoup plus élevé qu'en Italie et en Espagne.
À âge égal à peu près, il y a 4 fois plus de personnes, aux alentours de 85 ans, 4 fois plus de personnes en France vivant en institution qu'il y en a en Italie ou en Espagne. Alors le phénomène a retenu l'attention des démographes depuis longtemps. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est la défaillance de l'État, l'incapacité des autorités locales ou nationales à mettre en place des équipements permettant d'accueillir les personnes âgées en situation de dépendance? D'autres ont dit non, non, mais il y a un familialisme très profondément ancré dans la société italienne ou la société espagnole qui fait qu'on garde au maximum les gens chez soi. Mais le familialisme lui-même n'est-il pas la conséquence de la défaillance de l'État, une façon qu'ont les familles de pallier les insuffisances de l'État? Donc vous voyez que pour mener des comparaisons internationales, il faut regarder quand même toute une série de facteurs, le taux d'institutionnalisation à âge égal, la façon dont les statistiques se séparent entre les institutions, les hôpitaux, les familles, la façon dont les données sont acheminées, informatiquement ou pas, etc., la séparation des bulletins médicaux et des bulletins civils. Ce serait évidemment idéal de pouvoir créer une véritable commission qui prendrait à bras-le-corps tous ces problèmes. Alors en principe, c'est le Conseil national de l'information statistique, le CNIS, qu'il ne faut pas confondre avec la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est le CNIS qui en principe est chargé de travailler sur ces questions-là. Il le fait plus ou moins, mais c'est l'INSEE qui tient le secrétariat général du CNIS, et je pense que, vu l'enjeu public d'une statistique sur ces questions-là, ce ne serait pas seulement à l'INSEE de travailler à ces questions, mais il faudrait que tous les acteurs intéressés, publics, privés, locaux, nationaux, puissent participer à cette refonte du système statistique, parce que la statistique, ça doit d'abord effectivement être utile à la connaissance et à l'action.